Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 8e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, des arbres à découvrir dans l'arboretum de la ville de Victoriaville, la taille d'un arbuste brisé par l'hiver et l'organisation du potager. Denis Lafrance est l'auteur du livre « La culture biologique des légumes ». Il enseigne au Cégep de Victoriaville en agriculture biologique. Il est également membre de l'équipe du Centre de recherche en agriculture biologique du Cégep de Victoriaville. Aujourd'hui, je rencontre le jardinier Durand IV. Bonjour, Denis. Oui, bonjour, Guylaine. Alors, on va se parler de l'organisation du jardin, comment s'installer là, quand on planifie un jardin, ou comment toi, tu as planifié le tien. Oui, c'est sûr que quand on s'installe à quelque part, il faut regarder des questions de base comme le drainage, l'exposition au soleil, la compétition des racines de grands arbres, des choses comme ça. Donc moi, j'ai un champ d'épuration de ce côté-là. De l'autre côté de mon terrain, il y avait une baissière qui inondait au printemps. Fait que j'ai choisi un emplacement pour mettre un jardin qui n'est pas optimal, qui est bas par rapport au terrain environnant. Donc, ça demande des efforts particuliers pour s'assurer de drainer l'excédent d'eau qui peut se ramasser ici. Alors, j'ai installé un remblai d'abord parce que le voisin il avait ses herbicides dans la cour puis ça s'en venait dans mon jardin. J'aimais pas beaucoup ça parce que ça tuait bien des choses. Donc, j'ai installé un remblai comme pour détourner l'eau qui pouvait arriver de chez lui. Puis, j'ai un fossé que je vais devoir nettoyer cette année parce qu'il faut entretenir ça de temps à autre. J'ai un fossé qui contourne le jardin. Toi, tu es debout ici sur une allée que j'ai installée avec une technique. Là, c'est des vieux blocs de béton. Et j'avais mis une espèce de ciment sec mélangé à du gravier qu'on avait arrosé pour comme couvrir le sol. Mais là, ça a 20 ans et ça commence à être passablement dégradé. Sous cette allée-là, j'ai du gravier 3/4 de pouce avec un drain qui m'assure un très bon drainage. C'est un sol sableux, la structure est excellente, il n'y a pas de compaction, donc j'ai relativement un bon drainage. L'aménagement du jardin, il y a l'allée centrale avec le drain, il y a un fossé d'un côté, de l'autre côté, il n'y a pas vraiment. De l'autre côté, il y a aussi une allée avec du gravier et un drain. Donc j'ai vraiment des conditions pour me garantir un bon drainage, même si l'emplacement est un peu bas. Le sol, c'est un sable vien, à ma connaissance, qui a peut-être été perturbé parce que c'est un site d'habitation. Et de chaque côté, j'ai des plates-bandes permanentes de 3 mètres de long par un peu plus qu'1,50 m sans traçante. Fait qu'au total, ça me donne environ 5 mètres carrés par plate-bande. Je compte évidemment l'allée et l'espace de plate-bande cultivé. Ce sont des planches permanentes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au même endroit, sauf à tous les ans, je travaille 2 allées parce que je fais un peu de pommes de terre et là, ça me prend de la terre pour les renchausser, donc je défais mon aménagement en planches permanentes l'année où j'ai des pommes de terre, comme à gauche derrière. Sinon, je couvre les allées avec des toiles. Oui, ce sont des retailles de toiles de papetière, d'usines de fabrication de papier. Donc, c'est des toiles qui valent un prix de fou. La compagnie Wevex fabrique ça à Warwick et vendent ça aux gens de la communauté là, qui veulent en obtenir. Donc, ça permet de diminuer l'entretien. Je ne travaille pas l'allée, je travaille seulement la zone cultivée. Donc, mes emplacements sont stables, sont toujours au même endroit. Ce qui me permet de planifier une rotation des cultures. Alors, en agriculture biologique, on accorde beaucoup d'importance à la rotation des cultures. Dans les légumes, on essaie d'éviter de revenir avant possiblement 4 ans avec des légumes qui pourraient avoir les mêmes maladies ou peut-être des insectes qui survivent dans le sol.
donc pour éviter les problèmes. Donc moi, à tous les ans, je planifie ma rotation des cultures pour l'année suivante avec parfois quelques changements de dernière minute comme un agriculteur va le faire. Oui. Et j'écris ça sur un petit document Excel. Donc ici, j'ai l'historique du jardin depuis 6 ans. J'ai toutes les cultures que j'ai faites où. Toutes les plates-bandes sont numérotées. Les numérotées. sont numérotées, donc c'est facile à suivre. Il y a une époque où j'en faisais un petit peu moins grand, il y avait des plates-bandes qui n'étaient pas cultivées. Puis à un moment donné, bon. Alors j'ai mon information qui me permet de planifier ma rotation des cultures. Donne un exemple de rotation, là. Avec quoi tu... Mettons, on prend, mettons, la A1, mettons. Mettons par exemple, je cultive les pommes de terre. Alors cette année, mon bloc de pommes de terre est là. L'année passée, il était ici. OK? Les pommes de terre reçoivent pas de chaud, mais une bonne dose de compost. OK? Donc, c'est une plante qu'on dit relativement exigeante. Ce n'est pas parmi les plus exigeantes, mais c'est une plante comme relativement exigeante, en azote notamment. Donc, je lui donne une dose de compost de peut-être 40 tonnes à l'hectare de compost. OK? Ce compost-là va se décomposer, se minéraliser, avoir un effet fertilisant la première année, mais aussi les années ultérieures. Donc, l'année suivante, je plante des oignons ou je sème des carottes à mon emplacement où j'avais les pommes de terre l'année précédente. Je ne mets pas de compost. La décomposition de deuxième année du compost va continuer de fertiliser mes carottes et mes oignons qui n'aiment pas une matière organique fraîche trop abondante dans le sol. Par contre, je leur donne un peu de cendre qui est riche en calcium et riche en potassium, contient un petit peu de phosphore, un peu d'oligo-éléments. Et ensuite, l'année suivante, par exemple, je vais semer des haricots, qui est une légumineuse qui n'est pas très exigeante en azote, en fait, qui est capable de fixer son azote et qui va donc, ça me permet de faire 3 ans de culture avec un apport de compost. Puis, après les haricots, je vais revenir avec une plante exigeante parce que le haricot laisse des résidus riches en azote et je vais revenir avec une plante exigeante, par exemple, comme un chou. OK. Et là, je vais remettre du compost au chou et je recommence une séquence de ce type-là. De 4 ans. Donc, la rotation des cultures est planifiée. On ne rentrera pas dans les détails. Je peux te donner un cours de 24 heures sur la rotation des cultures. Je l'ai déjà fait. Oui. Là. Mais donc, on ne rentrera pas dans les détails. Vous pouvez faire de la recherche sur Internet. Il y a des publications. Il y a une section de mon livre qui porte là-dessus, mais mon livre, j'avertis vos clients que c'est un livre pour les professionnels. Ça pourrait intéresser un jardinier passionné, mais ce n'est pas un guide de jardinage urbain. OK. Bien, M. Lafrance, c'est très instructif. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'horticulteur Richard Côté de Danneville nous montre comment réparer un arbuste qui a été brisé par l'hiver. Je veux vous expliquer ce qu'on peut faire avec un arbuste qui a gelé. L'hiver dernier, on a un hiver assez froid. Ici, j'ai un exemple de berbéris qui s'appelle le berbéris rosidlo. L'année dernière, il était cette hauteur-là et ce diamètre-là. Donc, alors, 1 mètre par 1 mètre à peu près? Presque ça, oui. Autour de ça, ou enfin. Il a gelé pas mal. Mais ce printemps, je me suis dit, bon, il n'y a rien qui bouge et tout ça, je vais attendre un peu. Alors, comme tous les bourgeons terminaux ont été gelés, la nature est bien faite, c'est que sur l'écorce de la plupart des feuillus en arbuste ou en arbre, il y a ce qu'on appelle des bourgeons dormants. Mais il faut leur donner le temps de se réveiller quand il arrive une situation comme celle qui est arrivée l'hiver dernier. Alors là, j'ai taillé sévèrement mon arbre parce que de toute façon, je savais qu'il ne repartirait pas en surface comme normalement il fait. Et puis là, on peut le voir, qu'est-ce qui est arrivé. Après quelques semaines, j'ai vu à la base que là, il y avait des bourgeons dormants qui se réveillaient. Mais eux autres ils vont avoir une croissance assez forte puisque la racine, elle n'a pas gelé. Alors, toute l'énergie de mon plant qui est là depuis quelques années va se transférer, va faire développer mes bourgeons assez vite. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que j'ai fait une taille sévère parce que le bois était assez mort. Même encore, j'ai des bouts comme ici, là, qui sont vraiment morts. Comme ça, il n'y a plus rien dessus. Alors, on peut, à ce stade-ci de la saison, venir faire une intervention, si on veut,
en venant couper le bois mort si on veut faire un beau travail sur notre arbuste. Il y a 2 semaines, j'avais des branches qui, elles, se sont réveillées un petit peu plus vite que celle-ci. Alors, j'ai fait une petite intervention. J'ai coupé simplement, on appelle ça faire, normalement, on dit un pinçage puisqu'on le fait avec nos doigts comme ça. Mais on peut le faire, dans ce cas-ci, comme j'en ai beaucoup, on peut le faire au sécateur. D'autres branches ont continué à se développer autour, qui ont pris évidemment, pas la relève, mais en fait, qui ont se développé puisque la tête n'est pas taillée. J'ai attendu avant de le tailler parce que je voulais vous expliquer ce que je vais vous expliquer là. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps puis laisser monter nos branches pour faire quelques grandes branches fines. Alors, on est mieux de tailler dans la saison 2 ou 3 fois pour densifier notre arbre, autrement dit, le repartir à nouveau comme si c'était un jeune arbre. Alors, il faut simplement intervenir comme ça. Ça peut être des branches comme ici, je vais tailler un petit peu plus long. Ça peut être juste de tailler ici, on appelle ça un pinçage, le bout de la branche, qui est le cœur, puis on lui donne une forme. Alors, ce que ça va faire à notre plant, en faisant une taille comme celle-ci, c'est qu'on favorise le développement de branches latérales qui vont densifier, qui vont venir remplir à nouveau notre arbuste d'une multitude de branches, qui fait qu'au cours de la saison et les années suivantes, vous allez avoir une masse de branches plus importante qui vont vous faire un arbuste qui va revenir à la dimension qui était souhaitée au départ. Alors là, c'est juste que il faut le faire au moment où ça se développe. Bien souvent, les gens n'osent pas faire cette taille-là, mais au cours de l'été, rabattre, faire le petit pincement, comme je vous dis, pour développer ces branches-là. Puis vous allez avoir un arbuste qui va revenir garni. Sinon, il va pousser ce qu'on appelle en tête. Les branches vont pousser en long, puis l'année suivante, les branches secondaires vont se faire dans les extrémités plutôt qu'à la base. Ça vous fait un arbuste dégarni. La même chose qu'on peut faire avec un arbuste, même s'il n'y a pas gelé, mais qui est trop vieux, qui est dégarni, qu'on veut rajeunir. On peut faire une taille aussi importante que ça, les rabattre de beaucoup, mais toutes les nouvelles branches qui vont sortir, faire un pinçage peut-être aux 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, dépendamment comment le développement se fait, pour reformer notre arbuste. Alors, c'est ce que je voulais vous dire avec cet arbuste-là. Si vous devez planter ou remplacer un arbre, une visite à l'Arboretum peut vous donner de bonnes idées. Je suis à l'Arboretum de Victoriaville avec les arboriculteurs Frédéric Couture et Alexandre Légaré. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va d'abord expliquer ce qu'est un arboretum. Qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, l'Arboretum à Victoriaville, c'est des arbres qui ont été choisis, là, tous des arbres différents, la plupart, pour montrer un peu une diversité puis les arbres qu'on peut planter là, sur nos terrains en ville, là, avec une idée là, vraiment concrète là, de ce qu'ils peuvent avoir de l'air. Le port qu'ils ont à maturité, entre autres. Oui, c'est ça, exactement, la forme de l'arbre naturel. Là. OK. La foudre a brisé mon arbre et j'ai besoin d'aide pour choisir un nouvel arbre. Je t'appelle. Que me dis-tu? Bien, la première chose à cibler là, pour faire le choix de l'arbre, dans le fond, c'est voir l'espace qui est disponible sur le terrain. OK. Et en même temps, voir, parce que c'est ça, il faut toujours penser à l'arbre qu'on plante, là, il est tout petit, là, il est bien beau, mais à un moment donné, il y a un port, lui, qui va avoir à maturité. Fait que c'est ça qu'il faut un peu prévoir, en fait, là, quand on choisit l'arbre. Puis en même temps, voir le type de sol, l'exposition au vent, en même temps, voir s'il y a des obstructions là, au niveau soit des canalisations, des fils électriques aussi. C'est toutes des choses à prendre en compte là, avant de choisir l'arbre qu'on va planter. Donc, s'il y a des arbres électriques, des fils électriques, quel choix on va devoir faire dans ce temps-là? Bien, l'idéal, c'est qu'on veut s'éloigner du réseau électrique pour éviter justement qu'il y ait un bris de branche un jour puis qu'on aurait une panne, des choses comme ça. Ou souvent que Hydro-Québec passe puis ils viennent un peu charcuter nos arbres, là, qu'on va dire, mais c'est juste parce qu'eux, ils ont un travail à faire de dégager le fil. Mais c'est ça. Fait qu'on évite, quand on peut le prévoir, on essaie d'éviter là, les conflits là, entre les arbres et les fils. Là. OK. Fait qu'on va pas vers du petit arbre. On cherche vraiment à s'éloigner du fil électrique. Bien, idéalement. Idéalement, là, c'est sûr que en même temps, on est sûr que notre arbre va avoir son port naturel et qu'il ne sera pas abîmé ou taillé là, sévèrement. Là. Y a-t-il d'autres critères pour choisir nos arbres, à part les espaces?
Je vous dirais, bien ensuite de ça, ça dépend de l'objectif aussi qu'on veut avec notre arbre. Tu sais, ça peut être un arbre pour attirer les oiseaux, ça peut être un arbre pour créer un écran, quelque chose qui pousse vite pour se cacher d'un voisin ou avoir une intimité dans sa cour. Oui, Tu sais, Fait que faut cibler ça aussi. C'est ça fait un peu drôle, mais qu'est-ce qu'on attend de notre arbre? Tu sais? Se faire de l'ombre sur la maison durant l'été, est-ce que c'est ça? Tu sais, il y a plusieurs critères, là, grosso modo. Tu sais. Puis par rapport aux arbres fruitiers, mettons, aux arbres à fleurs, y a-t-il des choses à faire attention? Des choses à faire attention. Bien, je pense aux piscines. Oui, bien c'est ça. Si on a une piscine sur le terrain, là... Bien, qui dit fleurs dit fruits, là, éventuellement dans la saison. Fait que c'est sûr que c'est de le prévoir. Tu vois la grosseur de fruits que ça va produire. Tu sais, c'est ça, si on a des exemple une corde à linge à côté ou, comme vous dites, la piscine, bien, c'est sûr que c'est à tenir compte, là. Comme je pense, exemple, au tilleul, mettons, qui est super beau, fait une belle floraison, ça sent super bon. Mais s'il est à côté d'une piscine, quand il se vide de son feuillage, puis après, il lance ses fruits, là, tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, c'est vrai que c'est désagréable, là. Fait que faut... oui, c'est ça. Il y a cette partie-là qu'il faut considérer aussi, là, avec les arbres à fruits, là. OK. Frédéric, quand on est arboriculteur, on a sûrement un arbre préféré. C'est lequel pour toi? Ah, c'est sûr. Il y en a pour différentes raisons, là, mais il y en a plusieurs. Mais j'aime bien les chênes, là, personnellement. Là. Je trouve qu'ils sont... c'est un bois qui est robuste. Puis même quand il y a des tempêtes de vent, c'est rare qu'on a des bris dans les chênes. Puis j'aime son port aussi. Non, c'est... Ouais, les chênes en général, là, je les aime bien. Puis contrairement à ce qu'on pense, il y a une croissance quand même assez rapide. Oui, tout à fait. Ah oui, une vieille croyance qui disait les chênes, ça pousse lentement. Je le verrai pas grandir. Je le plante pour les autres et tout ça. Mais non, c'est très rapide là. Autant qu'un érable, là, que quelques sortes d'érables. Oui, ça pousse très bien. Là. Présente-nous les chênes de l'arboretum. Ici, on a à proximité même, on a déjà 3 espèces de chênes. On a le chêne des marais, on a le chêne fastigier ici qu'on a à côté de nous. Puis on a le chêne rouge qui sont plantés là, ici. Okay. On va les reprendre un par un. Parle-nous de ses caractéristiques. Le chêne des marais, par exemple. Le chêne des marais, ce qui est le fun, c'est sûr que c'est pas un arbre qui est indigène ici. Là. On n'en retrouve pas en forêt, mais il s'adapte très bien là, à notre climat et à nos conditions, surtout aux conditions de ville en plus. C'est un arbre de pas un très grand déploiement, mais de grand déploiement. T'sais, on va avoir un 15 à 18 mètres d'auteur à maturité. Contrairement à un chêne rouge, exemple, qui va faire peut-être plus 20-22 mètres, là, qui peut atteindre jusque ça. Fait que il y a un petit peu plus d'amplitude pour le mettre en ville. Là, on a plus de choix que le chêne rouge parce qu'il faut vraiment un grand espace, là, le plus possible. Okay. Puis le chêne fastigier, comme on a là, ben lui, c'est ça, c'est comme son nom l'indique, là, c'est vraiment étroit. Là. C'est des longues flèches, là, c'est peut-être 2-3 mètres de largeur, mettons jusqu'à 4 mètres. Puis c'est ça, ça fait bien pour les endroits restreints, là, ou souvent même pour des alignements. On peut en mettre plusieurs ensemble. Ça remplace un peu les peupliers de Lombardie qu'on est en train de perdre en bonne partie. Là. Il y a beaucoup de dépérissement là, dans ces arbres-là. Fait que le chêne fastigié, ça peut être... Pour border, mettons, une allée qui mène à la maison, on pourrait mettre des chênes fastigiés? Ben oui, ça pourrait être ça. Là. C'est super résistant, puis il s'adapte bien aussi. Puis il y a la caractéristique du chêne, là, fait que c'est un bois qui est dur puis qui n'est pas susceptible au bris vraiment. Fait que, quand on dit chêne, on dit aussi gland. Alors, pour notre réalité de citoyen là, qui a un terrain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que faut le considérer. Là. Je ne cacherai pas que il y a certaines années, il peut y avoir des grosses périodes de glands, que dans le fond de reproduction a été très bonne. Fait que oui, ça peut être une problématique, c'est certain. Mais pas mal les arbres ont chacun leur bon côté, puis il y en a qui ont des petits mauvais côtés, si on veut. Là, okay. Ils ont tous des fruits, c'est ça. Fait qu'il faut savoir, faut s'en attendre, puis faut les mettre aux bons endroits. Alexandre, on est devant un de tes arbres préférés. Oui. À cause, entre autres, de son feuillage. Peux-tu nous le présenter? C'est le marronnier. Le marronnier, on peut voir, c'est ça, là, il y a vraiment un feuillage découpé, qu'on peut voir vraiment des pétales vraiment séparés. Ça fait penser un peu à une main là, quand on le voit. Il y a d'autres aussi feuillages un peu différents qu'on peut voir, mettons, des arbres traditionnels ou indigènes. Il y a aussi le catalpa, il y a le ginkgo biloba, il y a aussi le phélodendron. Puis le févier aussi, là, qui va faire un feuillage quand même assez un peu en dentelle, là, qui va être un peu parsemé, qui va pas trop cacher là, quand on va pouvoir voir au travers. Là, mettons, il y a aussi le catalpa, comme j'ai dit. Le catalpa va être plus une feuille simple, vraiment plus grosse.
Après, le philodendron va ressembler un peu à ça, qui va être un peu une feuille alterne, qui va prendre aussi un peu de place, mais moins, là, qui va ressembler un peu au marronnier. Là. Sinon, il y a le ginkgo biloba qui va faire vraiment plus des petites feuilles, mais qui va être vraiment, vraiment différent. Là. Ça va prendre des plus petites feuilles découpées, qui va vraiment apporter un autre aspect là, à des arbres quand on veut faire différents là, choix sur notre terrain. Là. OK. Donc, si on les a tous à l'arboretum, c'est tous des arbres qui poussent très bien à Victoriaville. Oui, c'est ça. C'est des arbres qui sont très bien adaptés là, à nos conditions, qui poussent très bien, là, qu'on n'a pas de la misère à recommander là, aux citoyens ou aux gens qui veulent planter quelque chose de différent là, que les espèces indigènes. Parlant d'arbres indigènes, c'est quoi leur place dans nos jardins? Bien, faut vraiment prendre beaucoup de place pour les arbres indigènes, parce que c'est des arbres à grand déploiement. C'est des arbres qui viennent de la forêt, qui sont vraiment implantés ici au Québec. Fait que c'est ça, il faut vraiment prévoir l'espace puis vraiment l'emplacement pour ceux-ci. C'est ça, c'est vraiment des gros arbres qui vont prendre beaucoup d'espace, qui vont vraiment cacher, là, mettons, si on a beaucoup d'espace sur un terrain, mais c'est ça, ça va occuper. Donc on pourrait dire des bouches-trous ou quelque chose là, qui va bloquer des espaces. Là, OK. Au niveau des feuillus, peux-tu nous en énumérer quelques-uns? Bon, on va voir le plus populaire, les rabassucs, tout le monde le reconnaît, c'est l'emblème du Québec, les rabassucs, qu'on va retrouver souvent dans nos terres à bois ou dans nos champs. Aussi, il y a l'érable rouge, un peu son petit cousin qui va être là, qui est aussi un arbre indigène. Les chênes aussi, qu'on va voir beaucoup dans nos forêts. Il y a aussi la frêne qui va être là. C'est vraiment ceux les plus populaires, là, qui est la frêne qu'on va retrouver. Là. Le frêne, il y a quelque chose à faire attention avec cette espèce-là pour le Québec. Il est affecté par un insecte qui l'attaque. C'est ça, là, on a détecté, ils ont détecté au Québec, c'est ça, la grille du frêne, c'est un insecte là, qui a migré, là, qui vient attaquer beaucoup les frênes, c'est beaucoup un problème là, qui s'en vient de plus en plus vers nos régions, ici vers Victoriaville. Puis, c'est ça, on essaye de beaucoup de contrer ça, d'avoir des plans d'action pour éviter De tous les perdre. C'est ça, de tous les perdre, c'est ça. Là. Fait on essaie de faire le plus possible de détection, puis ça, il y a vraiment un groupe là, qui s'est formé là, pour détecter la grille du frêne, pour les protéger le plus possible. C'est un arbre qui est beaucoup utile en milieu urbain, là, qui se plante très bien, qui est très durable, mais malheureusement qui est en risque de le perdre là, de plus en plus. Fait qu'on essaie de les protéger le plus possible là, pour les garder. Là. OK. On va se parler un petit peu de résineux. Oui. C'est quoi leur particularité là, quand on les a sur nos terrains? Là? Bien, les résineux ont le bon côté et le mauvais côté. Je dirais le bon côté, c'est qu'ils sont beaux à l'année. Ils vont boucher un trou à l'année. Là. C'est pas comme un feuillage là, que les arbres, les feuillus qui vont perdre. Là. Fait que, moi, je trouve que c'est son beau côté. C'est sûr que les mauvais côtés, c'est sûr. Comme on peut prendre les pins, on a beaucoup d'acidité avec les aiguilles. On prend aussi la gomme qui est un peu c'est un inconvénient, là, parce que c'est ça, si on est proche des stationnements ou l'auto est proche, un peu aussi comme les épinettes. Là. Ils vont être beaucoup gommeux, mais c'est ça, qui vont prendre beaucoup d'espace, qui vont faire vraiment des bouches-trous qu'on peut mettre soit en arrière-plan ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est vraiment pas un arbre difficile d'entretien qu'on peut mettre comme ça, qu'on peut laisser grandir sans trop avoir d'entretien à faire là, sur ces espèces-là. Mais il faut disposer de l'espace nécessaire pour qu'ils se déploient. C'est ça, il faut calculer l'espace en premier. C'est toujours ça quand on veut décider un arbre qu'on veut planter chez soi. C'est de calculer son arbre à maturité, hauteur, largeur. Vraiment savoir qu'il soit à la bonne place pour pas empêcher soit des coupes radicales ou couper la tête ou tout court l'abattre s'il n'est pas à bonne place. OK. Là. Puis au niveau des cocottes, est-ce que c'est comme pour le chêne? Est-ce qu'il y a des bonnes années de cocottes puis des moins bonnes années? Bien, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des bonnes et des mauvaises années. Là. C'est sûr que des années vont en faire plus. Si l'arbre est stressé, c'est sûr qu'il va produire plus de cocottes. Là. C'est comme un peu un réflexe là, de reproduction, mais c'est pas un signe de maladie non plus ou de dépérissement. Mais c'est ça. Il y a des années qui vont en faire plus et d'autres moins. Là. Fait que faut vivre avec. C'est les bons côtés, les mauvais côtés des résineux, mais c'est ça. C'est des ramassés. Puis, un peu comme si on parlait des feuillus avec le fruit, les glands ou des trucs comme ça, les samards. Puis le bon côté, les mauvais côtés, qu'il faut vivre avec les arbres. C'est de la nature, on peut pas empêcher ça. Est-ce qu'ils ont un impact sur la petite faune qu'on a sur notre terrain? Mais c'est sûr que ça attire beaucoup les oiseaux. C'est sûr que c'est des bonnes places pour, mettons, c'est ça, pour migrer ou nicher pour les oiseaux. C'est des bonnes, c'est bon à l'année. Fait que, même pour l'hiver, ben, c'est ça, c'est des bonnes places pour se cacher ou vraiment se protéger du froid ou du vent. C'est vraiment des arbres vraiment utiles pour la faune qu'on va retrouver. Puis que c'est vraiment utile chez nous. Frédéric, on a fait une belle tournée ensemble.
Vous avez, si les gens veulent plus d'informations, vous avez une belle collection de guides pour aider les citoyens. Oui, tout à fait. Là, on a sorti trois documents, en fait, là, un sur la plantation d'arbres, qui explique un peu ce qu'on a jasé en ouverture, là, de comment choisir un peu ton essence que tu veux mettre, l'endroit, les critères évalués, puis en même temps, la bonne façon de le mettre en terre pour que ça réussisse bien. Ensuite, un deuxième sur l'entretien des arbres. Autrement dit, une fois qu'il est planté, après quelques années, bon, qu'est-ce qu'on a à faire dans notre arbre? Les critères de formation pour l'éduquer un peu, parce qu'on est en ville. Hein, fait que, les arbres, il faut les tailler, parce qu'on a souvent des contraintes à contourner, tout ça. Donc, puis les renforcer en même temps. Puis un troisième là, sur les racines et les drains et les fondations. Là. On a beaucoup de questions des citoyens là, à ce niveau-là. Fait qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être préparer un document que les gens pourraient se référer à ça. Là. Puis un peu démystifier là, le système racinaire des arbres, là, à savoir que c'est pas des têtes chercheuses, puis que ça ne brise pas les salages. Souvent, les radicelles, c'est gros comme des cheveux. Là. Fait que, ça n'a pas la force de briser quoi que ce soit. Là. Okay. Mais c'est des opportunistes, par contre. Ils vont rentrer dans des fissures si la fissure est déjà là avant qu'ils arrivent. Là, ils vont prendre l'espace disponible. Okay. Donc, fait que c'est tout ça. Fait qu'on est bien content de ça. Puis, je pense que ça va répondre à beaucoup de questions là, des citoyens. OK. Est-ce qu'on peut aussi te téléphoner au service de l'environnement? Oui, on est rejoignable, nous, là, toute la semaine. Vous pouvez nous rejoindre directement à nos postes. Puis, à quel numéro de téléphone? Le numéro, c'est 758-6419. Le poste, c'est le 3636. Ou c'est ça. Ou sinon, par des fois, les gens arrivent par plainte et requête. Là. Des fois, il y a des questions qui rentrent, puis on se déplace pour aller voir les cas, pour répondre aux questions des gens. Ça nous fait plaisir. Est-ce que les guides vont être disponibles sur Internet? Sur Internet, ça va être à vérifier. Je sais que nous, là, c'est vraiment un document papier qu'on veut laisser souvent lors de nos visites aux gens. Là. Mais possiblement qu'il va l'être aussi disponible là, sur le site de la ville. Là. Bien, Frédéric, c'était très agréable. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Vous avez visité avec moi l'un des plus beaux potagers biologiques de la région. La semaine prochaine, Odette prépare des plantes pour l'exposition agricole de Victoriaville. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.